docteur Jean-Michel Etienne, qui est rapporteur, et moi-même, qu'il connaît depuis un bon moment déjà, en tant que président. Alors, il aura 10 minutes comme précédemment pour présenter ses travaux. Après coup, comme précédemment, le rapporteur interviendra et après le rapporteur, je prendrai la parole un peu pour relancer tout ça et après, le directeur de mémoire, le docteur Solis, prendra la parole et après ça, Jude, tu devras répondre aux uns et aux autres, répondre aux questions, aux remarques, aux critiques. Hein? Voilà, tu devras prendre des notes pour ne rien oublier, puisque tout le monde parlera à la suite. Donc, il faut que tu notes les remarques pour ne rien oublier. Voilà, tu as la parole maintenant, Jude. Merci, honorable président. Mes salutations aux membres du jury, aux camarades et à ma directrice de mémoire, docteur Anna. Mon travail de mémoire, opérationnalisation des outils réglementaires et légaux de gestion urbaine au bénéfice de l'économie, cas de la commune de Dame-Marie, met en avant les instruments légaux et réglementaires, les politiques publiques du secteur urbain en Haïti, avec pour finalité l'amélioration continue du cadre de vie et l'amélioration de l'économie de la ville et pratiquement dans toutes nos villes. En fait, ce travail se veut être une contribution à la gouvernance territoriale en général en Haïti, mais plus spécifiquement à la gestion urbaine. Mes sincères remerciements s'adressent à tous ceux et à toutes celles, particulièrement le corps professoral de l'IES, mon directeur de mémoire, qui m'ont soutenu et partagé cette perspective de ville motrice du développement économique et social. Et vous me permettez de saluer mon collègue Sénel qui venait de présenter de soutenir son mémoire pour la qualité de son travail. Et en fait, pour le cas de ma soutenance, avec les 4 diapos de ma présentation, je vous invite à cheminer avec moi sur les 4 grands points, les 4 grands moments de la soutenance. Et ça porte sur le résumé, l'introduction générale, l'objectif, l'hypothèse de l'étude, qui regroupe la problématique de la recherche, les constats, les intérêts, la pertinence de l'étude, et ensuite comment on procède. Le deuxième moment, la méthodologie du travail, entre la revue littéraire, autour du cadre théorique, le cadre légal et réglementaire, le cas d'étude de l'urbain de la commune de Dame-Marie, les trouvailles et les résultats des enquêtes de terrain. Le troisième moment fort, ce sont les résultats obtenus, les analyses et recommandations, et finalement, la conclusion générale qui reprend les réalités décrites dans la revue littéraire, les observations, les réalités, et les trouvailles, les analyses et recommandations de l'étude avec le statut de l'hypothèse. Est-ce qu'on va le confirmer, l'infirmer ou la reconsidérer autour de l'hypothèse en lien avec le développement du travail. En effet, par rapport à la problématique de l'étude, je me réfère justement à la période de la fin du XXe siècle qui est marquée par un changement progressif de la tendance de la croissance urbaine en Haïti, lié à l'effet du programme d'ajustement structurel des années 80 et des turbulences politiques. Et il s'ensuivait un grand mouvement d'exode rural avec une migration interne accélérée par un besoin croissant d'habiter la ville à la recherche d'opportunités économiques et sociales. On a constaté la bidonvillisation liée aux inégalités, aux pauvretés et les violences urbaines, et la désarticulation des infrastructures urbaines, une métropolisation ou le mal développement des grandes villes comme Port-au-Prince, le Cap-Haïtien, Gonaïves-Cap et systématiquement de toutes les villes secondaires. Ensuite, les inondations successives, la catastrophe urbaine du tremblement de terre du 12 janvier 2010 ont interpellé tout le monde. Donc, on a constaté une volonté manifeste des pouvoirs politiques
à infléchir cette réalité liée à cette catastrophe urbaine. Et justement, ce travail de recherche s'inscrit dans cette dynamique-là. Elle vise à démontrer les relations dialectiques entre une gestion urbaine réglementée et l'économie urbaine à partir d'une observation critique des efforts dans un double prisme économique et légal. En effet, la pertinence de l'étude est constatée, est consacrée, elle est indéniable du fait du constat de la dégradation de nos villes qui représente le premier cadre de vie et le cadre des investissements des populations. L'hypothèse qui est posée dans cette étude et se formule, est précise, se formule comme suit: une ville, ou mieux encore, une commune qui, conformément à sa vocation et dans l'exercice de ses compétences, s'emploie à se procurer d'outils d'aide à la décision dans le secteur de l'urbain et de l'habitat, qui les opérationnalise conventionnellement, qui peut les anticiper et anticiper son étalement, son extension, qui peut gérer ses voiries, réseaux divers, organiser sa mobilité, spatialiser ses équipements collectifs, structurer et sécuriser l'habitat avec des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, mais des bâtiments décents, respectueux des codes de construction, bref, garantir un développement économique, social, accessible à toutes et à tous. Cette hypothèse, elle est démontrée à partir d'une méthodologie de recherche, une méthodologie répondant à une démarche croisée, à partir de la revue littéraire pour collecter les données théoriques ou empiriques sur la problématique urbaine, des observations sur le terrain, des enquêtes et investigations qualitatives qui touchent aux usagers de l'urbain, une quinzaine, des professionnels de l'urbain, une trentaine. Et cette démarche nous donne une charpente pour le travail de mémoire avec des chapitres et des sections. Et là, je vous invite justement à cheminer avec moi dans cette présentation depuis la recension des écrits, le cadre légal et réglementaire, les réalités de l'urbain, le cas pratique de la commune de Damarie avec les outils de planification mis en relation avec l'économie de la ville, les trouvailles, les investigations sur le terrain, les analyses et recommandations jusqu'à la conclusion finale. Par rapport au développement urbain, une fois que l'hypothèse est posée, la méthodologie de recherche est bien abordée, il a fallu travailler la recension des écrits, la revue littéraire. Et ça, c'est porté particulièrement sur la définition de l'urbanisme, de ses caractéristiques, le développement urbain mondial et les revues de l'urbanisation, les réalités de l'urbain en Haïti, de la ruralité à l'urbanité. Et ensuite, on a fait un survol sur les 50 ans de l'urbain en Haïti, une étude exhaustive développée par Gary Lérisson pour le ministère de l'Éducation nationale, pour le ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui touche aux institutions en charge de la planification urbaine, à la législation, aux instruments de planification, et qui a démontré aussi des instruments de planification dans leurs limites, parce que pour la plupart, ils étaient inopérants. Par rapport au cas d'étude d'Damarie, on a abordé le territoire, un territoire attractif, une destination à construire dans la péninsule du Sud, à partir de sa situation géographique dans la région péninsulaire, son cadre de gouvernance administrative, son économie, et ça nous a amené justement à des trouvailles et des révélations résultés de la méthodologie de la recherche, et des techniques et méthodes et limites du travail. Et ça s'était passé par l'administration de questionnaires, de focus group via WhatsApp, et avec des limites liées à la disponibilité et à la mobilité dans un contexte sécuritaire fragile. Les principaux résultats qui sont sortis de cette méthodologie de recherche portent sur la gouvernance urbaine outillée. Comment outiller la gouvernance urbaine? Une boîte à outils d'aide à la décision a été recommandée. Et les principaux outils recommandés pour la gestion urbaine sont les plans d'urbanisme avec zonage, le plan foncier de base, le permis de lotir, le permis de construire, le droit d'alliement et tout autre instrument permettant à une institution
en charge de l'urbain, notamment la municipalité, d'ordonner les usages pour un environnement durable, anticipant le plus possible les conflits d'usage. Des tâches de base sont proposées. Comment régulariser, formaliser les quartiers informels, adopter un adressage avec des noms de rues et des adresses, commencer à formaliser les marchands de rue, les identifier par une carte enregistrée dans une base de données relative à leur mouvement, leur localisation, une démarche que les usagers pourront valoriser pour avoir une chaîne de gestion de la ville qui s'applique à l'ensemble des usagers. Évidemment, il y a des limites aux modalités d'application de ces outils de planification, des limites liées aux ressources disponibles, aux ressources humaines, aux ressources financières, aux ressources politiques qui sont liées à la volonté politique de concevoir des politiques publiques au niveau de l'urbain et de les mettre en œuvre. Et pour le cas pratique de Dame-Marie, qui a été le cas d'étude, et on a abordé les outils d'aide à la décision, les acteurs à l'aune des lois et les règlements de l'urbain et de l'aménagement du territoire. Le premier outil qui a été mis en avant pour Dame-Marie, c'est le plan foncier de base. Et on a vu qu'avec le plan foncier de base, il y a une palette d'informations sur chaque parcelle, sur chaque propriétaire, ce qui sécurise le foncier et qui est une garantie à l'investissement par rapport à l'économie urbaine. Le plan d'aménagement et d'extension des villes, c'est un outil urbain qui permet de spatialiser les actions, de zoner les opérations, donc qui fait un arbitrage au niveau des actions sur le territoire. Le plan communal de développement, sa valeur ajoutée, c'est un outil de planification qui permet de mettre en perspective le développement de la commune dans un horizon de 5 à 10 ans. C'est un acte réglementaire qui est opposable au tiers. Donc, ça donne une idée des investissements à mobiliser à travers le budget de la commune, que ce soit avec les ressources de la commune ou d'autres ressources externes. Le dernier outil qui a été développé dans le cadre de cette étude, c'est le plan de drainage. Encore une fois, c'est un outil de gestion urbaine qui permet de gérer l'eau de surface et qui permet à la commune de faire une bonne gestion du bâti, le code, les références et la spatialisation de chaque bâtiment. Les analyses et recommandations à partir de cette recherche-là. Du point de vue de la législation existante, on a vu que la première génération de textes de loi sur l'aménagement du territoire, en général, et sur l'urbain, date de la période de l'indépendance, avec une tendance particulièrement portée sur la protection de la bataille de Vertières. C'était plutôt la régionalisation où il fallait de toute façon protéger l'indépendance. Donc, le zonage était plutôt à l'échelle régionale. Et la question urbaine n'était pas encore posée, c'est la question agraire, la question de la défense de l'indépendance. La deuxième génération date du XXe siècle, où avec les premiers investissements, les premières installations des parcs industriels, il y a déjà un premier mouvement urbain et ce qui a entraîné un certain nombre d'outils et un cadre, un corpus juridique autour de l'urbain. Et la troisième génération, après la chute des Duvalier, avec la nouvelle architecture politico-administrative de l'État, un nouveau découpage du territoire. Donc, il y a eu une accentuation sur la gestion urbaine. Déjà, les villes secondaires ont été déjà en pleine extension et une extension qui n'était pas du tout contrôlée et qui a causé tous les dégâts que nous constatons aujourd'hui et qui sautent aux yeux. Des villes dégradées, la mobilité dans l'impasse, la pauvreté, la violence dans les villes, dans les quartiers, étant donné que les inégalités ont été accélérées par les investissements qui ne sont pas vraiment équilibrés. Les budgets et les politiques publiques et le budget de l'État ne sont pas investis de manière équilibrée au niveau du territoire. Donc, on est en face d'un certain nombre de déséquilibres, que ce soit par rapport aux politiques publiques, à la mobilisation des ressources de l'État, des ressources financières et des ressources humaines, mais aussi l'investissement privé.
ne suit pas avec le décloisonnement industriel tel qu'il est souhaité dans le cadre d'un développement économique et équilibré et dans une démarche décentralisée. Globalement, une minute. Considère les on peut confirmer l'hypothèse qu'une ville ayant développé des outils de planification peut accéder à l'économie. Je vous remercie pour votre attention. Je ne suis pas sûr que le diapo là, a totalement défilé parce que j'ai eu un blocage. Oui, je voyais très bien. J'ai fait de mon... Moi aussi, c'était bon. Oui, moi de même. Voilà, c'était bon. Alors, Jude, merci Jude pour tout ça. Merci pour... bon, visiblement, tu connais ton affaire, si on t'écoute bien. Visiblement, tu n'es pas en terrain inconnu quand on écoute bien ton propos. Donc, je vais immédiatement passer la parole au rapporteur. Merci pour ton intervention, pour ton exposé oral qui me paraît de bonne facture et l'expression très claire, très distincte, une locution très claire. Donc, on te remercie pour cette présentation. Je passe immédiatement la parole à ton rapporteur. Et puis, tu vas répondre à la fin. Quand tout le monde est passé, tu passeras en dernier. Donc, docteur Étienne, tu as la parole. Merci Fred. Tout d'abord, merci Monsieur Senatus, déjà pour votre soutenance, et ainsi que le document que l'administration m'a communiqué. Je peux vous avouer, c'est le document qui m'a donné le plus de travail. Pour être franc, évidemment, je suis spécialiste en économie, mais votre thématique, d'accord, se situe à l'intersection, on va dire, de plusieurs champs disciplinaires. D'abord, il y a la question de droit public et de sciences politiques, parce que tout simplement, il s'agit, dans votre thématique, d'analyser des outils, on va dire, juridiques et réglementaires, leur mise, on va dire, en œuvre par les institutions publiques et, bien entendu, leurs effets sur la gouvernance urbaine. L'autre champ disciplinaire, c'est tout simplement, vous l'avez dit dans votre document, l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Pourquoi? Parce que la problématique porte sur la planification urbaine, l'organisation de l'espace et l'application concrète des plans tels que, vous l'avez dit, plan communal de développement ou le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes. Et pour finir, le dernier champ disciplinaire, c'est l'économie territoriale et l'économie urbaine. Pourquoi? Parce que la finalité de votre mémoire, c'est tout simplement la finalité, on va dire, du caractère opérationnel de ces outils est explicitement économique, en lien, bien entendu, avec l'investissement, l'emploi, la régulation foncière et la croissance locale. Donc, en tant que rapporteur, je souhaite d'abord saluer la pertinence, on va dire, de ce travail qui place, bien entendu, la gouvernance urbaine au cœur du développement économique local. Ça, c'est un premier point. Donc, dans votre étude, vous mettez en évidence de façon, on va dire, convaincante l'architecture d'instruments mobilisés à Dame-Marie, notamment le plan communal de développement, le projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes, un plan foncier, de base et un plan de drainage. Donc, l'ancrage, on va dire, du sujet dans les réalités institutionnelles nationales, avec des références au comité interministériel d'aménagement du territoire et à la Banque mondiale, on va dire, prouve le caractère sérieux de contextualisation que vous avez pu mener dans ce travail de recherche. Et aussi, toutes les démarches en termes de
comment dire, observation de terrain et d'entretien qualitatif avec des acteurs publics et privés, donne à votre analyse une utilité opérationnelle qui est tangible, on va dire, pour les collectivités. D'accord? Et je continue encore avec les louanges. Ne vous inquiétez pas, les remarques, les critiques vont venir. J'apprécie, comment dire, particulièrement la façon dont le manuscrit relie, on va dire, régulation foncière, gestion des risques et attractivité économique. D'accord? Vous montrez que la présence d'outils réglementaires et légaux, lorsqu'ils sont effectivement appliqués, réduit les coûts de transaction, ordonne, on va dire, organise l'expansion urbaine et dans ce cas, peut favoriser l'investissement. D'accord? Cette articulation entre droit, urbanisme et économie territoriale fait la force, on va dire, du mémoire et justifie, on va dire, l'intérêt pour la décision publique locale. C'est-à-dire, grosso modo, on voit vraiment que vous apportez, comment dire, un outil, on va dire, supplémentaire à la boîte à outils des décideurs publics. Toutefois, il y a deux dimensions, de mon point de vue, qui pourraient être consolidées. D'abord, sur le plan théorique. D'accord? De mon point de vue, un arrimage plus explicite aux théories des migrations internes, je fais référence, par exemple, au modèle de Todaro Harris et à la planification stratégique, permettrait de transformer le constat que vous avez fait d'un vide de gouvernance en hypothèse directement testable, c'est-à-dire qui articule coordination institutionnelle, choix d'investissement et comportement des ménages et des entreprises. D'accord? Ça, c'est sur le plan théorique. Et sur le plan, on va dire, empirique, la montée en puissance, que je pourrais dire, d'indicateurs simples mais probants pourrait renforcer la mesure des effets économiques. À quoi? Qu'est-ce que j'ai en tête? Je pense essentiellement à l'évolution, par exemple, des prix du sol, au délai moyen, par exemple, d'instruction des permis, aux recettes foncières recouvrées, ou encore à la fréquence ou au coût des inondations urbaines avant et après la mise en œuvre des instruments. Voilà. Je ne vais pas vous cacher mon arrière-pensée. Je suis comment dire, un économiste qui aime confronter les hypothèses à la réalité. C'est-à-dire, j'aime mesurer l'économie. C'est pour ça, en fait, que je vous en parle. C'est vraiment, si je veux vraiment mesurer les effets, eh ben, je vais essayer de faire des comparaisons avant-après. Oui, c'est ça tout simplement que j'ai en tête. Je ne sais pas si la solution, s'il existe une solution, mais je questionne. D'accord? Donc, je questionne. Et pour finir, bon après, c'est tout simplement des soucis en termes de forme sur la bibliographie. Encore une fois, hein, donc c'est exactement la même remarque que j'ai faite à votre collègue Pierre sur la normalisation de la bibliographie que je trouve un peu, on va dire, hétérogène. Mais bon, ça c'est rien. Et en termes, comment dire, de perspective d'action, la formulation d'une théorie du changement, comment dire, qui relie des inputs, je pourrais qualifier juridiques et organisationnels, et même activités administratives, d'accord, et les outputs, on va dire, observables, et impact économique pourrait, à mon avis, clarifier le lien, on va dire, le mécanisme causal
de votre raisonnement. D'accord? Avant, comment dire, de céder la parole aux autres membres du jury, je souhaiterais demander 3 éclaircissements. D'accord? Je vais vraiment faire court. D'accord? Premièrement, comment pourriez-vous envisager de mesurer de façon, comment dire, opérationnelle l'effet, par exemple, du plan communal de développement ou bien du projet d'aménagement ou d'embellissement et d'extension des villes sur l'investissement local? Et dans cette réponse, j'aimerais également que vous précisiez les indicateurs qu'on peut retenir, bien entendu, les bases de données que vous pouvez mobiliser et aussi sur quelle périodicité, c'est-à-dire quelle est la périodicité suivie. Bon, je pense que je vais m'arrêter à 2 parce que sinon ça va aller trop loin. La dernière, c'est, je reviens sur la régulation foncière. D'accord? Sur la régulation foncière. Quelle incitation concrète pourriez-vous proposer, d'accord, pour réduire la part des transactions que, on le sait, des transactions informelles, et par quels moyens pourriez-vous vérifier l'effet de ces incitations dans le temps? Donc, je peux reprendre pour vous. Hein. C'est une question sur la régulation financière qui pose une question sur la réduction, c'est-à-dire comment réduire la part des transactions informelles, d'accord? Et par quels moyens vous pouvez vérifier ça, par exemple, dans le temps. Et pour finir, hein, je dirais que votre mémoire atteint vraiment le niveau qui est attendu pour un Master 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, il apporte un éclairage utile sur le caractère opérationnel des outils réglementaires et légaux au service d'une économie, on va dire, urbaine et plus inclusive à Dame-Marie. Et votre mémoire ouvre aussi, comment dire, des pistes d'amélioration concrètes et réalistes pour une version finalisée. Donc, c'est ce que vous avez noté dans les différentes pistes de recherche. Donc, voilà, donc je remercie le président ainsi que pour les réponses que vous allez apporter. Et je laisse la parole maintenant aux autres membres du jury. Merci à vous. Merci, Jean-Michel. Donc, je pense que oui, je peux prendre la parole. Et mes félicitations, Jude, parce que vous avez arrivé jusqu'ici, aussi pour votre engagement. Et même si, voilà, jusqu'à la fin, il avait quelque chose à régler, vous êtes arrivé. Donc, et pour vous dire vrai, votre mémoire, dès le début, a suscité beaucoup d'intérêt en moi. Pour les mêmes raisons que Jean-Michel a donné, moi en tant que juriste, mais je me spécialise sur le droit économique. Donc, c'est une grande source d'intérêt pour moi, votre mémoire. Donc, pourquoi? Parce que, bon, vous savez essayer de mettre en lumière le fait que la opérationnalisation des outils réglementaires ou légaux de gestion urbaine ne doivent pas rester, voilà, une chose théorique ou, comme vous l'avez bien dit dans vos conclusions, un dossier orphelin, peu connu et aussi méconnu de la part des administrations et même des administrés. Donc, voilà la pertinence de votre mémoire. Et donc, ces concepts, en fait, de ne pas rester sur les papiers avec ces outils, c'est crucial. C'est crucial pour une bonne gestion urbaine et une bonne gestion urbaine qui a un impact direct sur la prospérité économique. Donc, de savoir, à vrai dire, quelles règles appliquer, comment les appliquer, et bien évidemment, cela permet d'attirer une confiance des investissements, qu'ils soient locaux ou étrangers,
Et donc, tout cela engendre une ambiance de certitude et de stabilité. Donc, c'est l'acheminement de ces cadres solides que vous avez essayé de contextualiser en réalité avec les cas de la commune de Dannemarie. Et donc, on sait bien, je me suis beaucoup renseignée sur, bon, ça fait 3 années que je suis avec vous, que j'ai le privilège d'être avec des étudiants haïtiens. Et donc, en tant que Mexicaine, moi-même, en fait, et venant d'une commune du Sud, je viens de la Caraïbe du Mexique. On a beau à dire qu'il n'y a pas de Caraïbes mexicaines, mais je défie cela. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, on le sait que dans la commune de Dannemarie, en fait, Dannemarie, c'est une commune rurale qui a beaucoup de potentiel économique, on le sait, de par l'agriculture, la pêche et le tourisme qui est en quelque sorte sous-développé. Mais donc, j'aimerais savoir, en fait, compte tenu de la globalité de votre travail et aussi des questionnements de Jeanne Michel, en fait, j'ai 2 questions pour vous. En d'analyse, qui est un peu... elle rejoint peut-être concrètement les questionnements de Jeanne Michel. En d'analyse, elle serait, par exemple, compte tenu de l'économie locale de Dannemarie, qui est axée sur l'agriculture de cacao et sur la pêche, quels outils de gestion urbaine, selon vous, pour être le plus efficace pour maximiser cette valeur ajoutée, mais en même temps minimiser les impacts environnementaux, parce qu'il faut tenir compte de cette variable d'impact environnemental. Et deuxièmement, c'est une question plutôt de prospective, qui rejoint en grande mesure, je pense, je me permets de dire, les questionnements de Jeanne Michel aussi. En fait, si vous envisagez un scénario où la boîte utile de gestion urbaine est pleinement opérationnalisée, et quels seraient les changements concrets que cela entraînerait dans la vie quotidienne des habitants et dans le rôle de la commune au sein de l'économie régionale? Donc ça, c'est mes 2 questions. Et j'ai rejoint dans la forme aussi les commentaires de Jeanne Michel. En fait, je signale juste que oui, que la bibliographie doit être plus soignée parce qu'elle était un peu hétérogène à diverses pages. Mais par contre, votre bibliographie, j'ai beaucoup apprécié. Bon, vous avez mis en exergue les plans d'aménagement, les plans de foncier, etc. Et les dessins des cartes, qui aussi, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis vraiment de bien comprendre votre mémoire lors de la lecture que j'ai fait. Donc, voilà mes commentaires, Jude, et encore félicitations. Oui, merci, docteur Solis. Alors, il faut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît bien l'aménagement du territoire. Jean-Michel qui lève bien le côté appliqué des choses, hein, le ex ante ex post, il aime bien voir comment ça a évolué. Les choses, il faut lui dire il faut que Jean-Michel sache qu'il a été bien servi. Parce que Jude est dans ce métier, il connaît bien le métier. Ce n'est pas un étudiant qui vient d'avoir sa licence et qui essaie de faire un mémoire sur un sujet d'aménagement du territoire. Jude occupe des fonctions, il faut le dire, parce qu'il faut que le jury puisse, quand il va faire son jugement, il faut que le jury sache à qui il a affaire. Hein. Il faut que le jury sache que le pétron a une certaine expérience dans le domaine, hein, dans l'opérationnalité même du domaine. C'est pourquoi le mot opérationnalisation dès le départ dans son sujet lui ressemble parfaitement. Et donc, ça, c'est des choses à avoir à l'esprit. Et les remarques sur la bibliographie, bon, heureusement qu'on a une date limite. Parce que si on n'avait pas de date limite, jusqu'à maintenant, Jude aurait continué à mettre des choses dans son mémoire. Parce qu'il en a regardé le
dont il parle, il avait une dizaine d'outils. Hein, c'est pas seulement le plan communal de développement. Enfin, il a toute une gamme d'outils qu'il pourrait nous exposer pendant de longs moments. Alors donc, je suis amené à dire, puisque je pense que Jude, qui est au cœur des aménagements du territoire et dans les collectivités territoriales particulièrement, est-ce que c'est un plan pour Dame-Marie qui est en gestation depuis quand et qui est piloté par qui, comment? Est-ce que tu peux nous parler du plan, hein, quand tu auras la parole, tu peux nous dire quels sont, pour un plan aussi précis, aussi avancé, est-ce que c'est des interventions financières internationales, nationales, locales, privées? Peux-tu nous parler de ce plan que tu sembles maîtriser parfaitement? Voilà un peu, et je te redonne la parole immédiatement, Jules, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, quoique la communication n'a pas été excellente, ça a un peu haché, il y a beaucoup de coupures. Mais en tout cas, un grand merci aux membres du jury. Je vais essayer, enfin, d'abord un merci pour les remarques des deux membres, à la fois sur la dimension théorique, qui me semble que je note et qui sera considéré dans la suite des travaux. Et par rapport, en réponse à la première question qui se rapporte à l'effet de ces outils sur l'investissement local, comment mesurer ça, et soit le plan communal de développement ou le plan de drainage ou le plan d'aménagement. Bon, j'ai tendance à prendre pour moi l'outil de base. Ils sont tous importants, mais l'outil pour moi qui est à la porte d'entrée, c'est le plan foncier de base. Le plan foncier de base, lorsque le foncier il est connu, il est traité, il est codifié, cadastré, enregistré, et ça donne un sentiment de sécurité tout de suite. Et ça a été une question du président, de Dr. Fred tout à l'heure, à mon prédécesseur, et par rapport à la sécurité foncière pour l'investissement. Et dès qu'il y a sécurité, donc ce territoire devient tout de suite attractif. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus enclin à m'investir, à venir visiter. Et ça renvoie aussi à la logique, enfin, à la compétitivité territoriale. Et il peut y avoir à côté une commune où il y a une situation foncière insécure par rapport à une autre où la commune où c'est sécurisé. L'investisseur, s'il doit choisir, il va aller là où le foncier est sécurisé. Donc après, et si on prend le plan d'aménagement, si on fait un exercice, on va prendre un outil plus simple, le lotissement par exemple. Si on fait un outil de lotissement sur une parcelle de 25 hectares par exemple, le fait de lotir, ça viabilise l'espace en amenant du réseau, en amenant de la qualification de l'espace. Donc la parcelle change de prix. Et la parcelle avant l'exercice de lotissement, malheureusement, je ne peux pas chiffrer. Et c'est une des limites de ce travail-là. Et cette limite est liée aussi au corps de métiers qui sont mobilisés en matière de gestion urbaine. Je prends par exemple les notaires, les arpenteurs. Et il m'a été très difficile au niveau de la recherche de mobiliser un notaire qui pouvait mettre des coûts sur les parcelles. Parce que là, quand on regarde le plan foncier de base de Dame-Marie, on a toutes les parcelles du centre-ville enregistrées et avec leurs mesures. Et donc, on peut mettre un coût sur chaque parcelle. Et si on arrive
à mettre un coup sur l'ensemble des parcelles, la ville sait sur quoi elle s'assoit. Donc, on sait le potentiel économique en matière d'économie foncière pour la ville. Donc, en fait, pour répondre à la question, même par rapport à la temporalité à la base de données, c'est-à-dire le plan foncier de base fournit un registre CADRAS. Et ça se fait une base de données, déjà. Et quand on est en gestion municipale, dans la logique dans l'organisation de l'architecture administrative et politique des collectivités territoriales, on est quasiment sur des mandats de 4 ans, une mandature de 4 ans, et sur des exercices de gestion à partir des exercices fiscaux. Bon, je mettrai une annuité par année par exercice fiscal. Donc, que ce soit le plan foncier de base, je prends le cas du foncier, j'aurais pu prendre un marché qui est bien organisé, donc où justement je parlais des marchands tout à l'heure. Si les marchands sont enregistrés, sont codifiés, ils payent, ça amène de la fiscalité. Donc en fait, et dès qu'il y ait réglementation, dès qu'il y ait régularisation, donc on est dans un cadre favorable à l'investissement. On est dans un cadre qui, dès lors que l'investissement se mobilise, que ce soit le privé ou le public, donc ça crée de l'emploi et ça amène de la croissance. Donc, en fait, il y a un lien, on va dire, dialectique, causal, pour vous répéter, entre ces outils, quand ils sont appliqués, avec effet sur l'économie de la ville et plus globalement, quand on est dans une ville, on est dans une commune, on est dans un arrondissement avec des dynamiques au niveau de l'intégration régionale. Ça peut avoir même des effets au-delà des limites, des frontières de la commune, ça peut toucher même le niveau régional. Et la deuxième question qui concerne la régularisation des transactions foncières, j'avais pas. C'était foncière ou financière? Foncière. Foncière. On est dans le foncier. Donc, en fait, j'ai un peu touché à ça. Et pour moi, il y a 2 métiers qui sont importants. Et c'est le corps notarial, le corps des notaires et le corps des arpenteurs. Mais au-delà de ces métiers, ce sont les règles. Enfin, pour moi, il y a un binôme, la règle et la sanction. Parce qu'il y en a des arpenteurs. Et tous les dégâts qui se passent dans les transactions informelles, ils sont formalisés par des arpenteurs. Et là, c'est toute la déontologie du métier. Donc, en fait, au-delà de ces questions-là, il y a une dimension qui est liée à la gouvernance globale, comment on établit des règles, comment on respecte les règles et comment on est capable de faire appliquer les règles. Et c'est là tout le drame de la gouvernance globalement, y compris de la gouvernance urbaine. En fait, il y a tout un dispositif à mettre en place au niveau des institutions qui sont en charge, que ce soit à l'échelle communale ou à l'échelle déconcentrée ou centrale. Il y a tout un dispositif politico-administratif, je dirais, et aussi opérationnel pour sécuriser le foncier. Et ça, c'est un défi majeur pour le pays et pour le développement économique. Et ça si vous permettez, je vais faire un pont par rapport aux questions de la directrice, de la docteure et Anna. Et j'aime bien cette projection dans la fiction. Si tous ces outils étaient appliqués, comment ça serait? Et je commence par dire que je prends le projet d'aménagement et d'extension d'embellissement de la ville de Damaï. Et ça a été un projet phare du CIAT. Et c'était presque un défi. Comment? Parce que le plan d'aménagement doit faire l'objet d'un acte, un arrêté, à la limite ministériel. C'est un acte gouvernemental qui fait de ce plan un dispositif opposable. Le texte de l'arrêté, il est là. J'aurais pu le dérouler si j'avais du temps, mais je l'ai. Mais il n'est jamais publié. Je prends cet exemple-là. Je parle du texte de l'arrêté. Le plan communal, le plan foncier de base, ce sont des actes réglementaires, ce sont des outils de planification, mais qui peuvent être actés et la commune, du fait du pouvoir réglementaire du maire, fait de ces actes-là des actes réglementaires. Donc, si tous ces actes-là étaient appliqués et que la gouvernance politique, c'est-à-dire
le conseil municipal avait toute la dimension et l'administration avait bien intégré et ces outils étaient développés avec l'implication des communautés et que les communautés se les appropriaient, on serait dans un monde différent. On serait dans un monde différent. On aurait sécurisé chaque bâti sur des parcelles qui sont dans le zonage qu'il faut. On n'aurait pas des marchés là dans des quartiers résidentiels. On n'aurait pas une pompe à essence au cœur d'une zone résidentielle. Donc, c'est-à-dire, on serait dans un autre monde avec un espace sécurisé, un espace organisé, ordonné, équilibré, et ça ferait effectivement un territoire attractif, accessible, et à ce moment, comme c'est quand même la finalité de l'étude, ça pourrait attirer les premiers investissements. Les investissements auxquels nous faisons référence, ce n'est pas forcément les capitaux étrangers, mais les capitaux qui sont déjà mobilisés, les capitaux diasporiques. Combien d'investissements de la diaspora? Plusieurs dizaines de milliers de dollars, plusieurs centaines de milliers de dollars de la diaspora sont tout simplement mal investis. Ils sont dans l'immobilier mal placé, l'immobilier effondré dans le tremblement à chaque catastrophe. Donc, on serait dans un autre monde et ce n'est pas un monde de rêve, c'est un monde applicable, c'est un monde qu'on peut toucher immédiatement. Il suffit que la gouvernance soit différente. Donc, c'est ainsi pour répondre à la question du docteur Anna. Et après, par rapport à la commune de Dame-Marie, le cacao, la pêche, quel outil qui apporte qui a une valeur ajoutée? D'abord, le plan communal de développement. Et quand on prend le plan communal de développement, il y a un diagnostic territorial qui est fait au niveau des potentialités, des opportunités de la ville. Évidemment, dans ce plan communal de développement, il y a tout ça. Et le diagnostic met en perspective comment faire développer ces filières-là. Donc, en fait, le plan communal de développement est l'outil par excellence pour soutenir ces filières. Bon, après, le zonage, le plan d'aménagement peut être aussi on est dans l'aménagement du territoire, qui est l'outil d'arbitrage dans la spatialisation des actions sur le territoire. Donc, s'il y a une zone qui est une zone agricole, bon, ça sera une zone agricole. Si on doit faire du bâti, eh bien, il faudrait prendre des mesures particulières. Voilà, donc c'est comme ça que je répondrai aux questions. J'espère que ces réponses vous satisfont et répondent à Pour moi, c'est bon, vous m'avez convaincu, donc j'ai pas d'autres questions. Donc, je ne sais pas si… la partie de répondre aux questions. Alors, il y a pour le président, je dirais que, en fait, les outils qui sont présentés pour Dame-Marie, ce sont des outils qui sont développés, qui sont développés, on va dire, qui ne sont pas opérationnalisés, qui existent. Donc, ce n'est pas une construction. Le plan communal de développement, il a été conduit par le docteur Saint-Martin que vous connaissez. Ça fait 2 mandatures. Bon, après, on peut actualiser ces outils-là. Chaque 4 ans, le maire peut reconduire, mais ce sont des outils qui existent et d'application qui sont debout. Et si on les considère comme des actes réglementaires, ce qu'il faut, c'est comment, dans la gouvernance globale, on va mobiliser les ressources politiques, les ressources administratives et les ressources financières pour faire vivre ces outils, pour les opérationnaliser, afin qu'on puisse profiter de leur vertu. Voilà. Merci pour la réponse. Je ne sais pas, je commençais par Anna. As-tu des interventions à faire auprès du candidat? Et merci Fred. Non, en fait, bon, j'ai lu votre travail 3 fois et chaque fois, en fait, j'ai compris, j'ai un éclairage assez considérable de cet enjeu, voilà, comme Jean-Michel disait, économique, de droit et urbanisme.
Et donc, vous avez bien répondu à deux questions que je vous ai posées, Jude. Rien à dire, Fred, rien à ajouter. D'accord. Jean-Michel. Non, moi, j'ai pas d'autres questions à poser. Donc, Monsieur Senatus a très bien répondu à mes deux questions et ses arguments me conviennent parfaitement. Ah, parfait. Jude, après 2-3 mandatures, on n'arrive pas, si je comprends bien, c'est le plan de financement qui n'est pas bouclé. C'est pourquoi on n'est pas encore passé à la phase d'opérationnalisation. C'est ce que je comprends dans ta réponse. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bouclé le plan de financement? Parce que pour engager un tel projet, il faut boucler un plan de financement. Et si on n'est pas passé encore à la phase d'opérationnalisation, c'est le titre de ton mémoire, hein, le titre de ton mémoire, c'est opérationnalisation de l'action. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bouclé le plan de financement qu'on n'est pas encore passé à la phase d'opérationnalisation? Alors, pour tous les outils qui sont présentés dans ce travail-là, il y a toujours un lien entre les ressources locales et les ressources de l'administration centrale. Et sachant qu'on est dans le champ de la décentralisation avec une relation de complémentarité de l'échelle. En fait, c'est la décentralisation, c'est l'État avec ses démembrements, avec ses collectivités territoriales. Ce qui se passe globalement, c'est que pour l'application, l'opérationnalisation de ces outils, il y a un niveau de responsabilité locale, mais il y a aussi un niveau de responsabilité à l'échelle nationale. Et cette articulation n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement. Cette contractualisation État et collectivité territoriale est très rare et c'est pas institué de manière très concrète, que ce soit dans les politiques publiques, mais aussi dans les finances publiques, sachant que les finances publiques, elles sont à deux niveaux, les finances locales. Donc, quand une commune prépare un outil comme le plan communal de développement, il y a des actions qui relèvent de ses compétences et la commune doit, de manière autonome, mobiliser ses ressources. Donc, la problématique de la maîtrise de l'assiette fiscale, même la problématique de l'assiette elle-même avec ces deux champs d'impôts, la patente et la contribution foncière des propriétés bâties, c'est tout un autre sujet. Ça peut être même un sujet de mémoire. C'est-à-dire que ces deux produits de l'assiette fiscale municipale sont à revoir parce que globalement, ce sont des communes, elles deviennent de plus en plus urbanisées, mais il n'y a pas vraiment de grosses agglomérations qui mobilisent de la fiscalité. Parce qu'après, c'est la contribution sur le bâti et la patente professionnelle. Donc, en fait, la commune a les ressources pour mobiliser et exécuter ces financements-là. Mais qui collecte pour la commune? C'est l'État. C'est la DGI, c'est l'État qui collecte. Est-ce que l'État reverse la totalité? En principe, oui. En principe, oui. En principe, oui. Hein. En principe, c'est versé. La DGI, c'est le percepteur, elle perçoit. Oui, j'ai compris, je connais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que la collectivité pour laquelle on a collecté la ressource, est-ce que la totalité de la ressource collectée est reversée intégralement? Et mon point de vue, je dirais ma conviction, ces retours ne sont pas sincères, je dirais ça comme ça. Bon, d'accord. Ne sont pas sincères et la traçabilité n'est pas toujours de la responsabilité des communes. Je comprends. Donc, tu es en train de donner raison à nos chercheurs du CRS qui, dès le départ, veulent mettre dans la Constitution une dotation initiale pour les collectivités territoriales, hein, qui serait dans la Constitution. Donc, chacun ne pourrait pas reverser aux collectivités ce qu'il a envie de donner si on constitutionnalise les dotations des collectivités territoriales. Donc, c'est un travail que les chercheurs du CRS ont bien évoqué
dans leur manifeste et dans leur contribution à la Constitution, à la révision de la Constitution d'Haïti. Puisque comme tu le sais, tu es bien placé pour le savoir, on est en pleine révision de la Constitution, de rénovation, d'aménagement de la Constitution. On mettra le mot qu'on veut. Mais on est en plein dedans. Et tu n'es pas sans savoir que les chercheurs du CRS, de l'IS, ont fait des propositions pour qu'on n'ait pas de réponse comme la tienne. C'est-à-dire, à mon avis, c'est pas sûr, peut-être, ça dépend, il faut vérifier. Non, il faut constitutionnaliser pour quel que soit le gouvernement, qu'on sache qu'il y a tant pour les collectivités territoriales et tant pour le pouvoir central, etc. Donc, tu touches du doigt plusieurs problèmes, parce que si on regarde bien, d'après ce que tu dis, comme on en a 3 minutes de plus, c'est pourquoi j'ai gardé la parole un peu. Si on regarde bien, ça fait 3 mandatures que l'on cherche à boucler le plan de financement. D'après ce que tu dis, hein, j'essaie d'interpréter. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'on devra attendre encore 3 mandatures, ou 4 mandatures, ou 5 mandatures? On peut attendre jusqu'à notre retraite et ne jamais, même un enfant qui naît, peut-être qu'il arrivera à la retraite, il ne va pas avoir un travail aussi colossal. Parce qu'un travail colossal qui est mis au placard et qui traîne, c'est un coût pour la société. Donc déjà, la société, la collectivité, l'administration n'est pas très riche. Si en plus, cette collectivité, cette administration gaspille de l'énergie, donc gaspille des ressources, sans jamais opérationnaliser un projet, même après 10 ans, même après 15 ans, il y a un vrai problème là-dessus. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? Qu'est-ce que tu me répondrais, toi qui es au cœur? Parce que je rappelle aux membres du jury que tu es un acteur du développement local, ne serait-ce qu'au ministère de l'Intérieur où tu te trouves très souvent. Alors, ce travail des chercheurs de l'IUS dans le cadre des réflexions et toute la mobilisation autour du réaménagement de la réforme constitutionnelle était, j'allais y faire référence pour mes derniers mots, pour dire que effectivement, d'autant que l'une des avancées dans la réflexion pour la réforme constitutionnelle touche à un redécoupage du territoire qui vise à faire des sections rurales et des sections urbanisées à les transformer en des communes, en une collectivité territoriale. Ce qui fait que les sections urbaines et les sections rurales, les chefs-lieux, sections urbaines, chefs-lieux, ce qu'on appelle le bourg de la commune, et fera qu'on aura un territoire vraiment découpé en communes. Et c'est pratiquement des villes. Et les villes seront le premier niveau de regroupement des populations. Donc, c'est le cadre de vie, le cadre de mobilisation financière, le cadre de l'investissement. Et il faut absolument une palette d'outils obligatoires. Il faut absolument du financement, des ressources pour opérationnaliser, mais pour favoriser l'investissement dans les infrastructures qui servent de levier pour l'investissement. On ne peut plus laisser ça à la merci d'un chef d'État, d'un gouvernement, ça, on ne peut plus. Il faut, si on prend la décision de transformer toutes les sections rurales et les parties urbanisées en communes, il faut constitutionnaliser les ressources. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas, en fait, c'est une recommandation très claire.
C'est aussi une recommandation de cette étude-là. Et d'ailleurs, il y a toute une série de conférences qui sont données déjà à partir de ces réflexions-là. Et nous sommes pour une plus grande mobilisation, une plus grande circulation, diffusion des recommandations des chercheurs de l'IES, pas seulement sur cet aspect, mais sur tout l'aspect lié à l'aménagement et à l'économie territoriale qui a été beaucoup évoquée par notre modérateur. Voilà. Merci, Jude. Alors, le docteur Solis et le docteur Étienne n'avaient rien à rajouter. Et Fred, si vous me permettez, j'ai juste une dernière chose à ajouter, s'il vous plaît. Si on a encore le temps, vite fait. En fait, suite à cette brève discussion, est-ce que vous pensez, Jude, qui est bien sûr la constitutionnalisation, comme vous avez bien dit, mais c'est nécessaire, mais est-ce que cela serait suffisant pour, par exemple, aller dans le sens d'une publication de l'outil et donc le rendre plus formel pour son opérationnalisation? Alors, il y a une école qui pense qu'il ne faut pas entrer dans les détails. C'est vrai, hein, une constitution ne peut pas aller dans les détails, mais ça, ce n'est pas un détail. Et je pense que ça vaut le coup d'une grande mobilisation qui va dans le sens de porter à la constitutionnalisation de ça. Je ne vais pas revenir sur les fonds qui ont existé et qui avaient justement vocation de financer la mise en œuvre, l'opérationnalisation de ces outils, mais qui ne sont pas au rendez-vous. Donc, la constitutionnalisation ne sera pas une clé, mais ça ne va pas verrouiller, mais ça va être une garantie. Ça va être une garantie, ça va être un acquis de droit. Voilà. Ça va être un acquis de droit. Donc, une commune autonome et en tant qu'entité de droit public, j'aurais bien aimé voir une commune qui va rester en justice et revendiquer les ressources auprès de l'État sur la base de cette contractualisation-là. Donc, si tout se passe bien, c'est OK, mais il peut y avoir des contentieux entre l'État et les collectivités territoriales sur une mission. Même dans les pays développés, il y a ça. En France, il y a souvent des conflits juridiques entre collectivités locales et l'État. Moi, j'en ai vécu dans ma collectivité locale et qu'on a gagné, quoi. Mais c'est le fait qu'on ait l'acquis de droit dont tu parles, c'est déjà un premier pas. Et puis absolument. Après, je comprends le problème d'Anna. Anna veut aller vite, mais c'est un premier pas. Ce serait un premier pas, Anna, ce serait un premier pas. Constitutionnaliser la ressource. Ça, c'est pour moi. Et puis après, on peut faire un autre pas, puis un autre pas, puis encore un autre pas. Et on arriverait. Voilà, c'est comme ça que je voyais ça. Voilà. Eh bien, Jude, si tu as un dernier mot à dire aux membres du jury. Hein, Bon, juste un dernier mot qui répond un peu à l'autre aspect de la question de Dr Anna, c'est qu'on peut avoir tous les textes, une bonne constitution, on peut tout avoir, c'est déjà une garantie. Mais ce qu'il faut, d'après moi, c'est la mobilisation citoyenne autour de ces enjeux-là. La société civile qui fournit les leaders, qui donne les responsabilités, qui mandate. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une plus grande responsabilité citoyenne, qu'elle soit la société civile, qu'elle soit dans ses rôles de vigile, dans ses rôles de contrôle, à la fois dans ses contributions à l'élaboration des politiques publiques, mais à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Qu'elle soit demanderesse à cette société civile de compte par rapport aux politiques publiques qu'elle soutient. Donc, en fait, mon dernier mot, ça va être ça. C'est comment ce travail apporte effectivement un éclairage, comment elle renforce cette boîte à outils à laquelle on a fait référence, comment elle va être un levier
pour que définitivement nos villes, que les populations arrêtent de subir le développement urbain, mais qu'on soit dans la co-construction de la ville à laquelle on a droit, le droit d'habiter, de bien construire et de vivre décemment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jude. Je constate qu'on est allé au fond des choses. On a eu une discussion très intéressante et on est resté dans notre créneau horaire. Merci à Jude. Merci à Anna pour sa collaboration. Jean-Michel, moi j'ai fini ma corvée. Tu as encore une tournée. Tant pis pour toi. C'est ça. Moi, je te laisse travailler. Allez Fred, bonne continuation. À bientôt. Merci pour ta collaboration. Merci. Bye bye.